Questions dans la salle? Alors, Jean, on va attendre un peu parce que toi, généralement, tu fais que ça, poser des questions. Alors, je vais vous donner la parole. Vous rappelez votre prénom et votre agence, s'il vous plaît, pour tout le monde et pour le président aussi. Bonjour, Monsieur le Président. Linda Linné, l'écotouristique. Vous avez été nommé président du comité. C'est l'écotouristique, c'est un journal professionnel de tourisme. Ah bon? Excusez-moi. Ah, vous êtes journaliste. Exactement. Mais, avec tout le respect que je vous dois, Président, d'excellents journalistes. Désolée. Donc, ça existe donc. Pardon, excusez-moi, madame. Ils sont très coopératifs. Donc le président du comité stratégie internationale d'Accor Hôtel. Accor Hôtel a lancé une place de marché pour justement son rayonnement en France, à l'international. La place de marché a été fermée. Comment peut-on expliquer cet échec? Bon, je ne savais pas que j'allais être interrogé en tant que représentant d'Accor, mais je réponds bien volontiers. D'abord, Accor a beaucoup de chance d'avoir un président comme Sébastien Bazin. Il faut que vous sachiez, Accor, c'est 5000 hôtels dans le monde, dans 95 pays. Je pense que l'histoire de la place de marché, c'était d'abord un problème avec nos franchisés, qui se sont dit, pourquoi on va payer pour être franchisé d'Accor, si sans être franchisé, on peut aller sur une place de marché et avoir les mêmes services. Et le président d'Accor a jugé qu'il fallait donner priorité aux franchisés. Alors, vous me dites échec. Bon. Vous savez ce qui est grave dans la vie, ce n'est pas d'échouer, c'est de ne pas tenter. Quel est le métier qui a le plus changé que le métier de l'hôtellerie? Je parle de l'hôtellerie de masse, hein, je ne parle pas simplement, encore que. Maintenant, vous n'êtes plus propriétaire de votre clientèle, la clientèle choisit au dernier moment. Et Sébastien Bazin a voulu tenter des choses pour s'adapter à la réalité de ce marché. Il y a des choses qui marchent, il y en a d'autres qui marchent moins, et quand ça ne marche pas, on arrête et on passe à autre chose. Et je pense que d'ailleurs, la force d'un chef d'entreprise, c'est d'être capable d'arrêter quelque chose dont il pense que ça ne marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on doit ne tenter que des choses dont on est sûr que ça marche, on ne tente rien. Jamais. J'aimerais que des adhérents interviennent. Là, on a une journaliste. S'il vous plaît, un adhérent. Là, ici, allons-y. Donnez votre prénom et votre agence. Muriel, je ne suis pas adhérente, je suis partenaire, excusez-moi. Donc Visite Europe, un tour opérateur spécialisé sur les voyages en Europe. Très bien. Moi, je profite du micro pour vous poser deux questions. Une question pro et une question un peu plus perso. Pour la question pro... Commencez par la perso. Non, rien. Alors, on va commencer par la perso. Je voulais savoir, par rapport à, durant votre mandat, quel était l'événement qui vous a semblé le plus difficile à gérer et quel était l'événement qui vous a rendu le plus heureux? Jolie question. Et la question pro, comment vous expliquez qu'on nous a annoncé les chiffres tout à l'heure, donc 8% du PIB, première destination au monde, nous n'avons jamais eu de ministère purement tourisme. Y compris avec moi. Enfin, moi, j'ai nommé un secrétaire d'État, mais bon. Alors, sur la question pro, vous avez raison. Il y a un décalage entre l'importance économique phénoménale du tourisme et la perception et sa reconnaissance par les élites françaises. Le mot élite, madame, je le mets entre guillemets. Quand c'est l'aérospatiale, c'est fantastique. Quand c'est le tourisme ou quand c'est l'agriculture, on traite ça un petit peu par-dessus la jambe. C'est une erreur. Je ne suis pas sûr que la seule définition d'un ministre ou la présence d'un ministre résout le problème. D'ailleurs, aujourd'hui, vous n'avez pas un ministre, vous avez un comité. L'essentiel, c'est que les décisions soient prises. Mais je pense que ça a progressé. Et qu'au fond, on s'est rendu compte, notamment avec la crise de 2008, que 80 millions de personnes qui viennent en France, ou 9 Français sur 10, vos clients, qui partent voyager, dont 9 sur 10 aussi voyagent en France, c'est un atout économique irremplaçable. Irremplaçable.
Qu'est-ce qui m'a rendu... Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Incontestablement, à chaque fois que j'ai envoyé des soldats se faire tuer. Je ne les envoyais pas se faire tuer, madame. Et on prenait des décisions, et il fallait y aller. Et quand vous vous retrouvez face à un cercueil d'un gosse de 22 ans, avec les parents, la petite amie, la sœur, autour, ou quand vous allez aux obsèques d'un policier ou d'un gendarme, comme celui de Saint-Malo, avec son gosse de 4 ans, alors que je décorais le cercueil et que je le prenais la main, il me dit « Fais sortir papa de la boîte ». Ça, je ne l'oublierai jamais. Je m'y suis jamais fait. En même temps, ces jeunes, ils ont vécu une vie très courte, mais ils ont vécu comme ils le voulaient. J'étais plusieurs fois en Afghanistan les voir, et j'ai toujours été impressionné. C'est la vie qu'ils voulaient. Ils ne voulaient pas mourir, entendez-moi. Mais c'est la vie qu'ils voulaient. Mais je ne m'y suis jamais fait. Jamais. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'on se fait avec la mort. Surtout quand c'est votre responsabilité. Parce que vous avez la colère des parents. C'est d'ailleurs pourquoi je crois si peu à l'Europe de la défense. Je pense que quand on est le président élu et qu'on envoie un jeune Français ou une jeune Française au combat, on a la légitimité. Mais je pense qu'il n'y a personne qui ira aller mourir ou donner ses enfants parce qu'un haut fonctionnaire européen lui aura demandé d'y aller. Qu'est-ce qui m'a rendu heureux, à titre personnel? Carla. Julia. Mais bon, vous savez, il n'y a pas d'autre journaliste que la presse professionnelle. Hein. Dans mon mandat, et puisque vous me posez une question personnelle, je vais vous répondre très personnellement. Au fond, c'est ma façon de vous respecter. Je ne m'attendais pas à mon divorce. Et peut-être dans cette salle, il y a des gens qui ont divorcé. Et vous savez que c'est pas une petite affaire. Et 2 mois et demi après, j'ai rencontré Carla. Et 2 mois et demi après, j'étais marié. Je suis un homme qui aime décider. Et puis, Julia qui arrive, on est en pleine campagne électorale, tout le monde m'attaque, tout le monde me tombe dessus. Et il y a ce miracle. On m'a beaucoup reproché d'être sentimental, mais moi je le reste. Je pense que ce n'est pas parce qu'on est président de la République qu'on doit arrêter d'être un homme dans son humanité. Je suis vivant, avec les défauts, les qualités, avec les sentiments, avec les passions, mais je suis vivant. Et je pense que si on veut créer une proximité, il faut être vivant. Il faut souffrir comme les Français. Il faut aimer comme les Français. Et s'il y a quelque chose que je ne comprends pas dans notre époque, c'est le manque d'engagement. Ah, tu sais, ça, on me dit, on va s'installer puis on va voir si on va bien ensemble. Ah bon? Ah oui? On passe 5 ans, on voit si on va bien. Pour moi, ça n'a aucun sens. Je crois à l'engagement à 100% et qu'au fond, on peut se tromper. Et que se tromper, ce n'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas s'engager. Si on s'engage avec toute sa force, avec toute sa foi, avec toute sa volonté, alors ça marche ou ça ne marche pas. Mais au moins, on a tenté. Moi, ceux qui attendent que l'eau soit à la bonne température pour plonger, franchement, on ne parle pas la même langue. Hein. Donc vous nous confirmez cet adage, Président, que derrière un homme responsable, un homme d'État, il y a une grande femme. Non, mais derrière une femme, il doit y avoir un homme. Non, mais dans ce cas de figure. Non, mais... Parce qu'on parle toujours, Président, on parle toujours de cela. Écoutez, on m'a beaucoup critiqué, jamais là-dessus. Hein. Moi, je pense que... Non, c'est pas ce que je pense, voyez-vous. Je pense que la vie, au fond, je ne sais pas si vous avez vu ce formidable film qui s'appelle Into the Wild, oui, avec Sean Penn comme
non pas comme acteur, ce génial acteur, mais comme metteur en scène. Et la dernière phrase, c'est l'histoire d'un jeune qui traverse tout l'Alaska puis qui va mourir bloqué dans un car. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez, parce que l'eau déborde, enfin bon, peu importe. Et quelle est la dernière phrase? Le bonheur est fait pour être partagé. Et ça, c'est ce que je pense au plus profond de moi-même. Ce n'est pas une question d'homme, de femme, c'est une question de partage. Écoutez, quand moi je vois un film par jour, j'adore partager ce bonheur avec ma femme. Et je pense que si j'étais seul, je ne verrais pas ça comme ça. Je pense que quand vous allez dans une salle de cinéma, vous partagez avec des gens. Et qu'au fond, la question centrale, elle est quand même là. Le mystère de la vie est tellement pesant, la certitude de la mort est tellement présente, que si en plus vous ne pouvez pas partager tous les événements que vous vivez, heureux ou malheureux, avec quelqu'un, je pense que ça, c'est l'enfer. Et je préfère présenter ça comme ça que dire « Ah bah derrière vous, il y avait une femme ». Non, d'abord, si j'explique à Carla qu'elle est derrière moi, il peut m'arriver des problèmes. Elle est italienne, hein, c'est pas tout à fait son... Je ne sais pas si vous la connaissez, mais vous voyez le profil psychologique, c'est pas tout à fait le genre dit écoute, tu parleras après moi. Non, ça j'ai même pas tenté. Même moi, je n'aurais pas cette idée. Jean-Pierre, vous vouliez poser une question, Monsieur Mas? Alors, on peut donner le micro. C'est le président des entreprises du voyage, EDV, qui représente la profession et qui est aussi administrateur de Selectour. Le tourisme favorise la paix en permettant la circulation des hommes et des idées, et puis le tourisme a besoin de paix parce que ça se développe dans les pays paisibles. Alors je voudrais vous poser 2 questions courtes, une que vous avez un petit peu abordée, mais 2 questions courtes pour vous éviter de les reformuler. Est-ce que vous pensez, à titre personnel, qu'on s'oriente vers un monde plus paisible ou plus belliqueux? Plus belliqueux ou plus paisible? Et la seconde question, est-ce que le président des États-Unis représente, selon vous, un danger pour la paix? Je pense qu'on va vers un monde plus belliqueux. Pourquoi? Parce que dans un monde bipolaire, avec d'un côté l'Empire soviétique et de l'autre l'Occident, le déclenchement d'un conflit aurait eu des conséquences si terrifiantes qu'au fond, y compris en 62 au moment de la baie des Cochons, Cuba et les missiles, ça ne s'est pas produit. Tandis qu'aujourd'hui, le fou de Corée du Nord est dans son coin, même à son voisin chinois, il n'obéit pas. Et donc, il y a un plus grand risque de conflit parce que les conséquences de ces conflits, monsieur, n'auront pas la même dimension mondiale. Et on va revoir des guerres et des affrontements régionaux. Trump. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Pour moi, Trump n'est pas la cause, il est la conséquence. Il est le symptôme. Le symptôme de quoi? Ce qui est important qu'on montre, comment 450 millions d'Américains, la première puissance économique, la première puissance militaire, la première puissance monétaire, ont pu choisir Trump. Moi, je vois une chose dans la crise sans précédent que traverse l'Occident. Et Trump, c'est un certain nombre de gens qui disent on est fichu, on est dépassé, on n'y arrivera plus, qui font le choix du plus caricatural. Il faut comprendre l'Occident. Pendant 10 siècles, 10 pays ont dirigé le monde, dont la France. On achetait les matières premières à vil prix et la croissance mondiale, c'était nous. Maintenant, on doit tout partager. La Corée du Sud fabrique aujourd'hui, en 25 ans, a appris à fabriquer des voitures haut de gamme mieux que les Allemands. C'est dire à quel point la concurrence est nouvelle. Mais la Chine découvre la concurrence du Vietnam,
ou de Singapour. Donc Trump, c'est le symptôme d'un Occident qui pense qu'il est en voie de disparition. Et la montée de ce qu'on appelle, un peu caricaturalement, les populistes, c'est le symptôme d'une civilisation, la civilisation occidentale, qui se sent dépassée pour des raisons d'abord démographiques, qui ne veut pas mourir, et qui se dit « je vais choisir celui qui hurle le plus pour qu'on me remarque avant que je me noie ». Et c'est ça qui est intéressant chez Trump, ce n'est pas lui. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi tant d'Américains ont fait ce choix-là. Alors, j'imagine que vous faites allusion à ce qu'il a fait avec Israël. Moi, je suis un ami d'Israël depuis que je me suis engagé dans la vie politique. Mais est-ce que la décision qu'il a prise sur l'ambassade, en le mettant à Jérusalem plutôt qu'à Tel Aviv, est-ce que ça favorise Israël ou est-ce que ça met Israël en danger? Moi, je pense que ça met Israël en danger. On était en train de faire sortir de l'actualité internationale ce problème israélo-palestinien, dont la seule possibilité de le résoudre, c'est que les Israéliens et les Palestiniens se parlent. On en refait un facteur d'union de tous les Arabes autour, et ça peut conduire à une catastrophe. Et ce qui m'a intéressé le plus encore que le fond de la décision, c'est la manière dont il la met en scène. Je ne sais pas si vous l'avez vu. La taille de la signature. Mais il a un problème, hein. Le jour où je signe comme ça, faut dire, Nicolas, là c'est bon, là c'est fini, au revoir. Non mais vous avez vu? Vous allez me dire c'est un détail, mais la vie n'est faite que de détails. Et vous avez vu comment il monte? On aurait dit à l'école, hein, un enfant fier de... C'est des affaires internationales, c'est sérieux. À la limite, prend cette décision, mais c'était... Ils disent, le body language disait, vous avez vu, j'ai osé, je l'ai fait, hein. Mais oh, je trouve ça effrayant. Comme forme, pardon de vous le dire, d'immaturité. Après, moi, qu'on vote pour Trump, qu'on vote pour Hillary, c'est pas mon problème. Et de toute manière, je pense qu'il faut être ami avec les pays, non pas parce qu'on aime les présidents. Vous savez, tous ceux qui adoraient les États-Unis quand il y avait Barack et qui les détestaient quand il y avait Bush, ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas réduire 450 millions d'Américains à la personnalité d'Obama, même si vous avez aimé Jack Bauer et 24 heures. Les premiers à avoir désigné un président noir. Donc ça n'a pas de sens. Et donc oui, de ce point de vue-là, c'est dangereux ce qu'il fait. Quel que soit par ailleurs ce qu'on pense d'Israël. Une question sur slido.com, #Selectour, c'est des questions qui viennent évidemment des mobiles. La question s'affiche, que pensez-vous de la prise de participation de fonds étrangers dans l'achat d'actifs ou d'infrastructures sociétés françaises du tourisme? Mais franchement, quitte peut-être à choquer certaines personnes ici, je ne suis pas contre. Et d'ailleurs, je suis membre du conseil d'administration d'une société où nous avons 2 actionnaires chinois. Alors, il faut que je vous en raconte une bien bonne. Moi, je croyais que c'était fini, les élections, que j'étais tranquille. Bon. Le conseil d'administration, d'accord, à l'unanimité, me propose de devenir membre du conseil. Je me dis, très bien, parfait. Au moins, dans ma vie, j'aurais connu une élection à l'unanimité. Rien que pour ça, merci, accord. Et puis, je n'avais pas compris, honte sur mon incompétence, qu'il fallait que je passe en Assemblée générale pour me faire élire, avec une délibération spécifique à mon nom. Voulez-vous de Sarkozy? Et puis au conseil d'administration, et puis vous savez qu'à Corps, c'est des milliers et des milliers d'actionnaires. Et donc, arrive à ma délibération, le journal Challenge, toujours aimable, sympathique, positif. Alors, ça va être très difficile pour Sarkozy, il va être battu, très bien. Un monsieur se lève et dit bonjour, voilà mon nom, je ne me souviens plus, j'ai 40 actions.
je me dis, ça, je vais passer un mauvais quart d'heure. Et il dit, moi, je voterai pour Sarkozy. Ah, petit coup de bol. Mais là où ça allait pas bien, il dit, je vote pour lui, vous savez pourquoi? Parce qu'avec lui, les Chinois, ils ne bougeront pas une oreille. J'avais l'actionnaire chinois à côté de moi. I apologize, vraiment. Mais moi, je pense que, par exemple, ça illustre, vous ne pouvez pas avoir une grande chaîne hôtelière et ne pas avoir accès au tourisme chinois. Et donc, surtout organisés comme ils sont, cet investissement chinois, c'est une bonne chose. Je ne voudrais pas qu'Accor ne soit plus sous pavillon français, mais que des étrangers investissent. Quand on a 83 millions, 84 millions de touristes chaque année en France, on ne peut pas refuser les investissements étrangers dans notre pays. Ça n'a pas de sens. Et notamment sur les infrastructures. Là, je veux dire mon désaccord avec les comptables. J'ai voulu le Grand Paris. Tous les petits comptables disaient « Mais il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent ». Évidemment, il n'y a pas l'argent. Mais enfin, le métro parisien a été remboursé 74 ans après son inauguration. Si on attend d'avoir l'argent pour faire les infrastructures, bon, on ne fait jamais les infrastructures puisqu'il n'y a jamais l'argent. Président de la République, j'ai décidé 3 lignes TGV. Ils ont tous hurlé à Bercy. Remarquez, elles ont toutes été inaugurées par François Hollande, j'ai jamais été invité. Jamais. Ça, de ce côté-là, j'ai pas coûté cher en petit four. Mais aujourd'hui, si vous allez à Bordeaux en 2h15, et si le prix de l'immobilier à Bordeaux a flambé, c'est parce qu'il y a le TGV. Donc ça crée de la richesse. Je me souviens d'une discussion avec mon Premier ministre. Un homme qui a été si heureux d'être 5 ans mon Premier ministre. Courage, Fillon. Non. Ben, je n'ai pas le souvenir qu'il m'ait dit « Je t'en supplie, mets-moi dehors, mets-moi dehors ». Mais bon, peu importe. Quand j'ai voulu faire la Philharmonie à Paris, il m'a dit « Non, on n'a pas l'argent ». Mais je lui ai dit « Mais ce n'est pas une question d'argent. La Philharmonie va générer de l'argent ». J'ai supprimé un tiers des effectifs militaires en Moselle. Et toute la Moselle me réclamait une administration. J'ai dit, mais on va faire mieux, je vais vous mettre Beaubourg, le Pompidou, à Metz. Et c'est un des musées les plus visités de France. Malgré la crise, j'ai voulu le Louvre à Lens. Parce que la culture, c'est la réponse à la crise. Parce que les infrastructures, c'est la réponse à la crise. Moi, j'ai une grande vision pour mon pays. J'aime la France quand elle est grande, pas quand elle est petite. Évidemment, quand Louis XIV a fait Versailles, il n'y avait pas l'argent. À mon avis, c'est amorti. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, évidemment, les déficits, vous avez raison, bien sûr. Mais tout dépend. L'argent, vous le dépensez. Si vous faites une ligne TGV, la ligne TGV, elle va créer de la richesse. J'étais à Athènes il y a 1 mois et demi. En pleine crise, ils ont fait, vous connaissez tout ça, mieux que moi, le nouveau musée, vous savez, de l'Acropole. Bon. Il est magnifique, enfin, moi j'ai trouvé magnifique. Alors on peut aussi dire, ils l'ont fait en 2009 ou 2010. On peut aussi dire, ils n'avaient pas d'argent, il ne fallait pas le faire. N'empêche que ce musée, aujourd'hui, il déborde de visiteurs. Donc il fallait le faire ou il ne fallait pas le faire? Pour moi, il fallait le faire. Et pas d'argent. Donc moyennant quoi on se tapait pour aller à Strasbourg, capitale de l'Europe, tout d'un coup, le TGV passait à la vitesse d'une Micheline. Il restait 50 km à faire. On n'avait jamais l'argent pour les faire. Mais j'ai dit, on va le faire. Et qui revient là-dessus aujourd'hui? Donc le problème du déficit n'étant en rien le problème des infrastructures ou des investissements, c'est beaucoup plus
des dépenses de fonctionnement et l'incapacité de comprendre que 5 millions de fonctionnaires, dans un pays qui a 21 millions de population active, c'est un poids trop lourd. Donc je suis pour qu'on fasse des infrastructures, je suis pour qu'on ouvre nos infrastructures aux capitaux étrangers, et je pense que la France rayonnante, elle doit s'ouvrir. Une question dans la salle, s'il vous plaît. Au fond, voilà. Donnez votre prénom et votre agence. Bonjour Monsieur le Président, Pierre Creuset, agence 3B Voyage à Bordeaux. L'agence 3B Voyage... Amitié Alain Juppé. Hein. Oui, c'est promis. L'agence 3B Voyage est spécialisée pour recevoir des étrangers et on fait du séminaire et du congrès et des visites de vignobles. En ce moment, je fais construire un bateau pour naviguer sur la Garonne et être au plus près des châteaux et de toutes les propriétés. Ce bateau sera fini en avril et je voulais savoir si vous pouviez intercéder pour moi auprès de Madame, votre épouse, pour qu'elle soit la marraine de ce bateau. Il est malin, ce Pierre. Non mais Pierre, Ah, oui. Il a bien il va creusé à un son idée. rendez-vous Hein. avec Carla. Elle dira oui, et elle viendra avec moi, Pierre. Alors, Joli cadeau, sur les Président. bateaux. Un mot sur les bateaux sur les canaux comme les bateaux de croisière. Moi, je crois beaucoup au développement de ce secteur de tourisme. Pourquoi? Parce que l'âge de la population augmente, les conditions de sécurité dans les aéroports fait que c'est interminable entre la sécurité, on vous demande de vous déshabiller complètement, d'enlever vos chaussures devant tout le monde, d'enlever la boucle de ceinture, de regarder si vous n'avez pas un liquide bizarre. Ça vous prend un temps infini. Et évidemment, si vous montez dans votre bateau, c'est le bateau qui se déplace, vous ne changez pas d'hôtel, mais vous pouvez changer de lieu. Et si on regarde la courbe, je trouve que c'est un très bon investissement. Mais plaisanterie mise à part, c'est un honneur que vous feriez à Carla. Et à la différence de son mari, Carla aime le vin. Beaucoup. Donc à mon avis, si vous lui dites marraine, plus un petit cheval blanc, vous renforcez vos chances. Pierre. Merci beaucoup, c'est promis. Mais on pourra l'appeler Carla aussi, le bateau, si vous le souhaitez. Ce serait très sympa. Mais vous savez, ma femme va chanter demain à Londres. Elle chantait hier à Francfort, avant-hier à Vienne. Et moi, je me sens profondément français, et elle, bien qu'italienne, profondément française aussi. Mais c'est ça, la France qui rayonne. Moi, je suis pour un pays ouvert, pas un pays fermé, un pays fort, un pays fier. On n'a pas peur de recevoir les gens, on n'a pas peur d'aller chez les autres. Monsieur le Président, dernière question. Je suis désolé, malheureusement, je ne vais pas prendre. Tout le monde lève la main. Deux, on peut? D'accord. Alors, donc, une question dans la salle et après, donc, une question sur le slido.com, #Selectour. Alors, Jean, tu as déjà parlé, je vais donner la parole à ce monsieur. Donnez votre prénom. Je suis désolé. Bonjour monsieur, Jean-Michel Domain, Domain Voyage, La Flèche située à 28 km de Sablé-sur-Sarthe. Donc, Une inauguration à faire? vous avez... Formidable. Vous avez été, tout à fait. Vous avez été président de la République, homme politique. Vous êtes maintenant dans le monde de l'entreprise. Et ma question est très simple. Quel parallèle feriez-vous en termes de qualité entre les qualités nécessaires au fait d'être un homme politique et à celui d'être chef d'entreprise? Voilà. C'est exactement la même chose. Il faut être un leader. Mais je pense la même chose pour le chef de famille. Être un leader, c'est-à-dire être capable de prendre sur ses épaules les ennuis pour tout le monde. Être capable de prendre sur ses épaules les attaques de tout le monde. Et être suffisamment fort pour que les jours où ça rigole, de partager le succès avec les autres. Un chef d'entreprise, si ça ne va pas,
Ses salariés sont inquiets. Mais chef d'entreprise, il ne dort pas. Le leader, si ça ne va pas, il sait que c'est sa tête qui va être coupée. Ses amis, ils pensent que c'est leurs ambitions qui ne seront pas satisfaites. Ce n'est pas la même chose, Jean-Michel. Et je pense que, puisque vous êtes de Sablé, de la Sarthe, je vais vous dire un truc. Leader, ça ne s'apprend pas. On est leader ou on ne l'est pas. Et c'est injuste. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire quand je dis c'est injuste? C'est comment je vous dis ça? C'est... Il y a un monde entre le numéro 1 et le numéro 2. Et il y a peu entre le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 10. Ça n'a rien à voir. Et je pense qu'il y a un monde entre le chef d'entreprise et l'équipe qui constitue autour de lui. Et ça ne veut pas dire que je sous-estime, Jean-Michel, le travail de vos collaborateurs, de vos équipes, etc. Mais on est comme on est. Bon, moi, je ne me suis jamais vu, même à l'école, comme numéro 2. Non, mais vous allez me prendre pour quelqu'un qui a un fort... Mais je ne peux pas vous l'expliquer. Quand j'étais enfant, quelqu'un me mettait la main sur la tête. Il était en danger, on a compris. Il était en danger. Bon. Et c'est assez fascinant d'ailleurs de voir qu'on peut être tout à fait heureux sans être un leader. Mais on ne peut pas être heureux si on ne comprend pas qui on est. Est-ce que je me fais comprendre pour le coup? On n'est pas heureux parce qu'on est leader, mais on est heureux parce qu'on se sent leader et qu'on essaye de transformer le projet intime en réalisation. On peut être tout à fait heureux numéro 2, numéro 3, numéro 10, numéro 110. Mais si on veut forcer sa nature et devenir qui on n'est pas, alors, si vous pensez que je fais allusion à certaines personnalités de la géographie ici, vous avez raison. Dernière question, salle. Vous, mademoiselle, et on terminera par vous, parce que... Est-ce qu'on peut donner un micro à cette charmante demoiselle, juste en haut? Vous savez comment il est, lui? Il dit charmante demoiselle. Si c'était un jeune homme, vous ne diriez pas ce charmant jeune homme? Mais bien sûr, pourquoi, président, je ne le dirais pas. Vous êtes bizarre. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, madame. Frédéric Laville, American Airlines. Voilà, on a évoqué un petit peu le contexte du Brexit. Donc, j'avais une question sur ce point, mais malheureusement, on a déjà pas mal développé. Mon autre question est plutôt au niveau de la gestion européenne de la migration, des flux migratoires que nous rencontrons aujourd'hui via la Libye, les développements, les flux migratoires en Espagne par ce passage, Lampedusa et via la Turquie, ce qui implique aussi avec la Turquie une attitude au niveau de l'Europe, une certaine indulgence au regard du comportement d'Erdogan. Je voulais savoir quel était votre point de vue à ce niveau. Bon, écoutez, merci. Franchement, dans les gènes de l'être humain, dans nos gènes, il y a le gène de la migration. Et c'est indiscutable et ça ne changera pas. D'ailleurs, j'en veux pour preuve. Vous savez, vous avez les chiffres en tête. Il y a 14 milliards d'années, il y a le Big Bang, l'univers se crée. Il y a 4 milliards et demi d'années, la Terre se crée. Et il y a entre 3 millions et 3 millions et demi d'années, les premiers hominidés. Hein? Si vous prenez Lascaux ou Chauvet, c'est 40 000 ans avant Jésus-Christ. C'est ça les ordres de grandeur. Et les premiers hommes hominidés qui apparaissent en Afrique de l'Est conquièrent le monde. Donc, j'en tire la conclusion que le mouvement vers la migration, il est inscrit dans nos gènes.
Donc la question n'est pas d'interdire la migration, ce qui serait une folie. La question, c'est l'équilibre et le niveau. D'abord, je me suis opposé, si je n'avais pas été pas là, si je n'avais pas dit cela, la Turquie serait en Europe, je me suis opposé à l'entrée de la Turquie en Europe. Pour une raison simple, ce n'est pas que j'aime pas la Turquie, j'ai été jusqu'en Cappadoce, oh quelle merveille, je connais Izmir, je connais Ankara, je connais Istanbul. Si ça, c'est l'Europe, alors je ne connais rien à l'Europe. Mais nous sommes à 12 kilomètres de l'Afrique par le détroit de Gibraltar. Hier, je parlais avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Madame Condi Rice, vous savez, qui était la ministre des Affaires étrangères de George Bush, qui est une femme absolument remarquable. Elle me disait, mais tu comprends, nous, aux États-Unis, on a une autre conception de l'immigration. Je dis, c'est pas vrai. Quelle est la différence entre les États-Unis et vous? Sur la côte Est, vous êtes protégé par 8000 km d'Atlantique, ça ne se traverse pas à la nage. Sur la côte Ouest, vous êtes protégé par 12 000 km de Pacifique, ça ne se traverse pas à la nage. En haut, vous avez le pôle Nord, ça ne se traverse pas à pied. Et au sud, vous avez le Mexique et vous avez fait 3000 km de barbelés. Qu'est-ce que vous venez nous donner de leçons? Elle m'a dit, t'énerve pas. Je ne m'énerve pas. J'explique. Bon. Nous, je lui ai expliqué, parce que les Américains sont fantastiques, mais enfin la géographie, pour eux, le monde s'arrête à New York et commence à Los Angeles, quoi. J'ai dit, nous, on peut venir à pied par la frontière gréco-turque, à pied. Et la Méditerranée au plus large doit avoir moins de 1000 km, et au détroit de Gibraltar, il y a 12 km. Nous ne pouvons plus accepter les flux qui arrivent. Et c'est pour ça que, d'accord d'ailleurs avec le président Macron, j'avais proposé les hotspots pour que ces malheureux, on instruise leur dossier avant qu'ils risquent leur vie en traversant la Méditerranée plutôt qu'après. Ils traversent la Méditerranée, on leur dit non. Il vaut mieux dire non avant. 2,3 milliards d'Africains vont être submergés. On ne peut pas les accueillir. Ce n'est pas un problème d'égoïsme, ce n'est pas un problème de refus de l'immigration, c'est un problème de bon sens. Et d'ailleurs, c'est absurde de penser qu'il y a plus de médecins béninois en France qu'il y en a au Bénin. Et le Bénin a besoin de ces médecins. Donc, c'est un problème de régulation qui participe aussi à un problème de natalité. Écoutez, les familles africaines subsahariennes ont une natalité de 5 à 7 enfants par famille. C'est un problème, il faut en parler, il faut qu'on discute de tout cela. Et c'est sans doute le grand problème des années à venir, avec une Europe qui reçoit en permanence des leçons de générosité, alors que l'Europe est le continent le plus généreux du monde. Allez essayer de vous installer en Canada ou aux États-Unis sans la green card, et vous verrez. Enfin, écoutez, je vous rappelle que jusqu'à encore 10 ans, si vous aviez le sida, vous n'aviez pas le droit d'aller aux États-Unis. Sauf que les États-Unis, leur frontière, c'est 10 aéroports. La nôtre, on a une gémellité avec l'Afrique. Donc ce sujet est très sérieux, on raconte beaucoup de bêtises là-dessus. Je ne conteste en rien les côtés positifs de la migration et l'identité migratoire de l'être humain. Je dis simplement qu'à un certain moment, on ne peut plus intégrer. On ne peut plus. Voilà. Et on n'a rien vu, parce qu'on va voir le problème de l'Algérie et de son avenir. On a le problème de la Syrie, on a le problème de la malheureuse Libye, et le projet qui était le mien d'union de la Méditerranée est sans doute le projet le plus important à mettre en œuvre, pour la France et pour l'Europe. Comme toujours, vous savez, quand nous tournons le dos à la Méditerranée, on ne tourne pas le dos à notre passé, on tourne le dos à notre avenir. La paix du monde, elle se jouera là, et notamment sur la question des flux migratoires. Merci, Monsieur le Président. Je peux vous dire que c'est un grand moment que nous venons de vivre dans le tourisme, d'avoir la chance d'avoir un président de la République. Moi, je vous le dis. Je voudrais d'abord vous dire que pour moi, c'était un plaisir de venir.
Et souvent, on me dit, mais qu'est-ce qui te manque depuis la période de l'Élysée? Parce que, comme si j'étais propriétaire, moi, le président Macron nous a invités à dîner. Il m'a dit, mais ça ne vous gêne pas, j'aimerais vous inviter à dîner à l'Élysée, ça ne vous gêne pas de revenir? Je vais revenir, j'ai que des bons souvenirs. Voulez-vous que ça me gêne? Ça ne m'appartient pas. Je savais très bien qu'on était des locataires provisoires. Mais s'il y a quelque chose qui me manque, c'est la rencontre avec les gens. Parce que j'aime ce contact. Je n'ai pas changé. Et pour moi, je ne viens pas voir les agents de voyage, je ne viens pas voir Selectour, je ne viens pas voir Laurent, simplement. Je viens voir des compatriotes qui ont leurs opinions, qui ont voté ou pas pour moi, mais avec qui on partage une culture, une ambition, une destinée. Et au fond, qu'est-ce qu'il y a de plus agréable que de partager ça? Et je suis inguérissable. Ça me plaît de convaincre. Et ça me plaît de partager. Et je le fais beaucoup à l'étranger maintenant, mais merci de cette occasion qui m'est donnée de le faire en France, dans mon pays. C'était pour moi un grand plaisir. Donc Carla sera marraine, et moi vous me réinvitez au prochain congrès. Merci. Merci, Président. Merci à vous. Et merci Laurent de m'avoir invité. Merci de votre amitié. Merci infiniment. Merci du fond du cœur, Monsieur le Président. Grand moment d'émotion à Selectour et une grande transparence avec de l'humour. Merci du fond du cœur et merci Dino d'avoir organisé tout ça avec Laurent.